Très heureuse de vous voir nombreux en train de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. En ce mois de mars, nous donnons de la voix aux femmes, femmes politiques, femmes économistes, pourquoi pas les femmes maraîchères. Et ce soir, nous recevons une femme, pas de moindre, une femme politique. Il s'agit bel et bien de maître Ernestine Nyoka-Kayiba. Elle est secrétaire nationale chargée des médias au sein du PPRD, vice-ministre honoraire du budget au sein du gouvernement Matata II, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Elle est diplômée de l'Académie militaire du Collège des hautes études des stratégies de défense. Bonsoir maître. Bonsoir Madame Gisèle. La présentation est bonne ou vous avez quelque chose à ajouter? Non, elle a été très bonne, complète, c'est bon. Alors, par rapport à votre CV, vous êtes femme politique, vous avez été vice-ministre honoraire du budget au sein du gouvernement Matata II, vous êtes au sein du PPRD, cadre du PPRD, secrétaire national chargé de médias. Est-ce que faire la politique pour une femme, c'est facile? D'entrée de jeu, madame, j'aimerais d'abord présenter, on va dire, souhaiter la bonne fête. Chez nous, ce n'est pas simplement le 8 mars au Congo. Au Congo, nous faisons le mois de mars à toutes les femmes de la RDC, de manière générale, et particulièrement un regard attentif vers les femmes de l'Est, Beni, Butembo, Ituri, où les affres des violences, des crépitements, des balles ne donnent pas le répit à ces mamans ni à leurs enfants, mais quand même leur dire, même si elles ne peuvent pas fêter avec nous, nous sommes des cœurs avec elles, elles sont des mamans, elles ont droit au mois de mars tel que nous l'avons, tel que nous le faisons nous à Kinshasa et dans d'autres provinces. Être femme politique, c'est une question de volonté. C'est une question de vocation. Je ne pense pas qu'il vient en politique toutes celles qui veulent, ou bien il vient en politique parce qu'on vous a forcé de venir. C'est une question de volonté. Mais la plupart ont peur, les femmes, d'affronter la politique. Bon, personnellement, je dois dire que lorsque je faisais mes études, je me suis dit je ferai la faculté de droit. Parce que je vais donner la voix aux sans-voix. La voix à ceux qui ne peuvent pas défendre leurs droits, la voix à ceux qui ne connaissent pas par où il faut passer, quelles sont les procédures. Je me suis dit, je vais donner la voix à ceux-là parce que je n'appréciais pas l'injustice. Et donc, je fais le droit, mais avec une double option. Je me disais, je serai une grande femme politique. Donc, c'est depuis, on va dire, mon enfance que j'ai rêvé de voir cela. J'ai rêvé à travers Madame Sophie Kanza, Madame Liaou, j'ai rêvé à travers Zuzi Wambombo, j'ai rêvé à travers Ekila Lyonda, j'ai rêvé à travers Mayou Makala, Maman Mayou Makala, j'ai rêvé. Et donc, il y a eu des femmes comme ça qui, lorsque vous regardez, vous vous dites, en tout cas là, le modèle pour chez nous au Congo. Je vais devenir comme elle. Et il faut que, si pas comme elle, mais il faut faire un pas de plus que pour ne pas être simplement une copie conforme. Il faut faire une copie améliorée, sinon, partant du modèle, faire sa propre carte de visite. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans la carrière politique d'une femme? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres dans la carrière politique d'une femme. Il y a beaucoup de paramètres. Mais à y regarder de très près, je me dis que les difficultés sont presque les mêmes avec les hommes. Parce que le combat, c'est un combat de tout le monde. Ce n'est pas que les hommes ont plus de facilité que nous. Mais peut-être que dans les difficultés que rencontrent les hommes, nous avons une dimension de plus. La dimension de plus chez les femmes, je crois qu'il y a la société, notre culture, nos traditions, quelle est la place qu'on donne à la femme dans nos cultures, dans nos traditions, même dans le centre-ville ici. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui regardent et qui vous disent non, non, elle c'est une femme, elle n'aurait pas dû parler comme ça. Comme par exemple, ce fut le cas avec la présidente honoraire de l'Assemblée nationale. Il y a des propos qu'elle pouvait tenir, mais qu'un homme va tenir, mais on ne serait pas aussi virulent avec l'homme
Mais on serait très virulent avec la dame pour dire qu'elle est une dame, femme. elle est impolie. C'est quoi la dame qui parle en regardant les hommes droit dans les yeux? Elle aurait dû regarder, ça c'est une image, hein? Elle aurait dû regarder le sol en nous parlant. Ça aussi, c'est des problèmes qui existent réellement. Et bon, je pense aussi au-delà de la culture, de nos traditions, il y a parfois la femme elle-même, il y a une espèce de timidité qui parfois ne donne pas à la femme le même courage qu'ont les hommes. Je crois que tout est fonction de l'environnement où on a vécu, tout est fonction de la famille où l'on a vécu, tout est fonction des études qu'on a faites. En ce moment-là, on a peut-être un peu plus de facilité que pour pouvoir faire, pour embrasser certaines professions. Moi, je vais dire peut-être que Dieu m'a fait grâce. Je suis une ancienne élève de l'école du complexe cardinal Maloula. C'était l'une des premières écoles privées après l'école Massamba, après le Moamba. Il y a eu le complexe scolaire du cardinal Maloula. Les Loupis ont suivi après. Et donc, on avait déjà, on va dire, une espèce d'indépendance dans l'éducation qu'on nous donnait à l'école. On nous a plus, je crois, mis à l'avant de la scène. Moi, je me rappelle par exemple que chaque fin de l'année, on devait faire des représentations théâtrales. Mais dans toutes les représentations théâtrales, je devais toujours avoir un rôle primordial. Parce qu'à l'école, on estimait que je m'exprimais très bien, je savais discuter, et donc j'avais pas de complexe. Et donc, on nous orientait aussi par rapport à cela. Dès les bas âges, ça commençait dès les bas âges. On nous orientait aussi par rapport à cela. À l'époque, Maloula avait ce qu'on appelait des conseillers pédagogiques. Nous étions vraiment suivis. Je ne sais pas si aujourd'hui l'éducation à ces complexes scolaires est restée le même, mais c'est un complexe qui nous a motivés. Vous avez été préparé déjà à parler en public, à affronter aussi des débats avec des hommes. En tout cas, j'ai été préparé. Mais vous, à votre tour, est-ce que vous préparez aussi la relève? Disons que la grande préparation, c'était l'université. Vous savez, quand on fait la faculté de droit, on ne fait pas le droit à moitié. Vous ne pouvez pas faire le droit et vous taire que vous puissiez avoir des ambitions d'être magistrat, il faut parler. Que vous puissiez avoir des ambitions d'être avocat, il faut parler. Et donc, je me rappelle à la faculté, il y avait le professeur paix à son âme, le professeur Kitete Kikumba, qui disait les juristes ne sèchent pas. Même si vous n'avez pas raison, habillez la chose, démontrez que vous pouvez vous exprimer, vous ne restez pas au sol atterré parce que vous ne savez pas parler. Il faut vous exprimer. Je crois que la faculté de droit a fait sa part, la profession d'avocat particulièrement a fait sa part, parce qu'elle vous ôte les complexes. Quand vous êtes devant la barre, vous devez défendre un dossier, vous ne défendez pas en catimini, vous parlez devant un public, les audiences sont publiques, les gens peuvent participer, sauf si on a décrété le huis clos, mais les audiences sont publiques. Et donc, il y a surtout la profession d'avocat. En passant, je peux vous dire que j'ai prêté serment en 95 plutôt, le 21 juin 95. Quand vous faites un petit calcul, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, j'ai quand même 25 ans de profession, oui, d'avocat. Et donc, s'exprimer n'est pas tellement un problème. La question de timidité, si vous l'avez, c'est que ça veut dire que devant les cours des tribunaux, vous ne saurez pas défendre vos clients. Vous ne saurez pas défendre vos clients. Alors, Madame Ernestine Noka, aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a peu de femmes qui se lancent dans la politique, qu'il y a peu de femmes qui sont représentatives dans le poste de nomination, même le poste électif. La première question, c'est dû à quoi? Et une sous-question, est-ce que de votre côté, vous préparez aussi la relève? Parce que vous avez dit que vous avez été préparé déjà de le bas âge. Il faut dire que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Que ce soit dans les fonctions nominatives, comme dans les fonctions électives. Dans les fonctions électives, je pense, à mon humble avis, parce que les discussions avec déjà les deux législatures passées, il y a eu des discussions autour de la loi électorale. Les femmes ont demandé qu'on puisse changer un peu les modalités des élections. Quelle est la bonne formule à prendre?
pour que les femmes puissent se retrouver. Alors, je pense qu'avec le système que nous avons actuellement de la proportionnelle, nous avions demandé à son temps, nos élus avaient demandé à son temps à ce que l'on puisse exiger, avec le fameux article 13 de la loi électorale, oui, que les listes doivent être à part égale. Puisque la Constitution, en son article 14, parle de la parité. La parité, ce n'est pas 30%, la parité, c'est 50-50. La parité, c'est égalitaire. Alors, avec déjà cette avancée constitutionnelle, les dames ont estimé qu'il va falloir que les listes puissent contenir un nombre suffisant de femmes. C'est un peu comme au Rwanda, on a fait les quotas. Si la représentation des femmes n'est pas égale à la représentation des hommes, ces listes-là doivent être choses déclassées. Ce que nous n'avons pas obtenu, je crois que vous êtes au Congo, vous avez vu comment il y a eu la discussion. Les discussions étaient très âpres au niveau des choses de l'Assemblée nationale, au niveau des choses du Sénat. Cet article 14 n'est pas passé tel que les dames l'attendaient. Et donc, il y a déjà ça. Et à son temps, le président honoraire Joseph Kabila Kabange avait demandé aux élus de pouvoir réfléchir à un système qui ferait ce qu'on appelle, on va dire, comment on appelle, une discrimination positive pour permettre à la femme, soit dans les sièges où on trouve, dans les circonscriptions, à un siège, à 3 sièges, comment favoriser la femme pour qu'elle puisse aussi pouvoir compétir, on va dire, un peu au même titre que l'homme. Permettre à ce qu'il y ait un grand nombre de femmes et permettre qu'il y ait une loi particulière au niveau de la loi électorale, particulièrement qu'on accompagne les femmes pour que le nombre de celles qui veulent être élues puisse avancer. Parce qu'il y en a des femmes qui postulent, il y en a, le nombre peut-être n'est pas égal à celui des hommes, mais il y a déjà des femmes qui postulent. Peut-être copier un peu le modèle du Rwanda, parce que le Rwanda finalement, même si nous n'aimons pas parfois parler du Rwanda, mais il y a quand même une avancée pour permettre aux femmes de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et donc, le problème, c'est revoir les lois pour voir quel système serait le plus adapté pour permettre à la femme aussi de pouvoir compétir au niveau des choses. Au même titre que l'homme. Il existe des lois, mais au niveau nominatif, la difficulté, on va dire, elle est à des niveaux. La difficulté, elle est nôtre, la difficulté est aussi celle des hommes. La responsabilité est aussi attribuée à l'homme. Les femmes dans les partis politiques, nous sommes nombreuses. Les femmes dans les partis politiques, on les trouve regroupées en plus grand nombre au niveau de ce que nous appelons la Ligue des femmes. Il y a la jeunesse féminine dedans et puis il y a les mamans de tout âge. Mais bon, on va dire que lorsqu'il y a des discussions pour des nominations au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, comme actuellement, vous allez vous rendre compte que les hommes, les chefs de partis politiques qui amènent les noms, amènent plus de noms des hommes qu'on amène des noms de femmes. Quelle est la cause? C'est pas parce qu'il y a, je disais que la difficulté, il y a des conditions, il y a des conditions. Les difficultés sont à double niveau. Il y a d'abord ces niveaux-là. On va dire un égocentrisme que les hommes trouvent normal de mettre d'abord les hommes que de mettre aussi autant de femmes. Il y a aussi cet élément-là. Le deuxième élément, c'est que les femmes elles-mêmes, nous n'avons pas aussi le même cursus que les hommes. Les hommes, quand non, nous n'avons pas seulement le cursus. Je crois que c'est un problème, on va dire, un statistique de celles qui sont formées. Les femmes n'ont pas beaucoup étudié. Vous allez vous rendre compte que les hommes sont plus avancés par rapport aux femmes. Mais vous êtes parmi celles qui sont avancées, oui. Les femmes, nous étudions beaucoup, mais nous relâchons à un moment. On s'arrête quelque part, en cinquième, en sixième des choses des humanités, on a son diplôme, on se perd quelque part. Mais eux font plus d'efforts, ils avancent. Mais maintenant, là où le bas blesse, c'est que même si nous n'avons pas le même statistique des cadres à pouvoir proposer, mais il y en a de plus en plus nombreuses, même si le nombre est insuffisant. Ça relève maintenant là de la volonté de ces hommes. Leur volonté que de pouvoir aligner les femmes sur ces listes.
Mais les femmes, elles existent. À mon parti, à moi, au PPRD, vous pouvez tout dire. Le PPRD, c'est un parti où tout le monde sait que si vous voulez compter les cadres féminins, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de cadres féminins, pas des cadres de moindre importance, des cadres d'une certaine importance, des dames qui ont, comme on dit, leur tête sur leurs deux épaules, ça existe. Et je vois de plus en plus, quand on regarde dans les autres partis, on voit aussi qu'il y a des femmes. Moi, j'ai observé, par exemple, que lorsqu'on regarde les différents débats télévisés, on va dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était les mêmes têtes des dames qui passaient chaque fois dans les débats ou bien dans les émissions à caractère magistral, qui s'expriment, qui font des analyses. Mais aujourd'hui, observez, vous allez voir que ce ne sont plus les mêmes têtes. Il y a des avancées. Que ce soit dans la Mouka, que ce soit dans Cash, que ce soit au FCC, au PPRD, on voit de plus en plus de figures féminines s'exprimer à travers les différentes télévisions et des émissions politiques. Et ça fait plaisir de voir. Peut-être que vous allez me dire c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais moi je me dis que puisqu'on ne cite plus simplement le même nom, aujourd'hui il y a des noms nouveaux qui se sont ajoutés et donc il y a une avancée. C'est quand même une bonne chose. Par rapport à cet état des choses, il y a des lois qui existent. Vous avez cité la loi électorale, la constitution, mais les problèmes, c'est par rapport à l'application. Alors, qu'est-ce qui empêche que ces lois soient appliquées à 100%? Moi, je pense qu'on est l'un des rares pays où la parité est constitutionnelle. C'est un effort, il faut saluer. Il faut saluer les législateurs des choses de 2006 que d'avoir concrétisé la parité dans la Constitution. Il faut saluer, c'est un grand travail. Il faut saluer aussi, non seulement c'est constitutionnel, mais il y a une loi qui existe sur la mise en application, la mise en œuvre de cette parité. Bon, cette loi, moi j'aime bien la critiquer. Je trouve qu'elle ne répond pas tellement à ce que la Constitution veut, parce qu'elle veut qu'on fasse une parité progressive. Mais je pense aussi qu'en regardant les réalités, on peut se dire que, effectivement, sinon je vais me contredire, le nombre de femmes, c'est maintenant qu'elle va en croissant. Et donc, la loi là qui prévoit d'abord qu'on passe de 30% à 45% avant d'aller à 50%, elle a peut-être sa raison d'être. Donc, sur les lois, nous n'avons pas de problème. Nous avons la Constitution, nous avons la loi de mise en œuvre sous la parité, nous avons quand même la loi électorale avec l'article 14 qui a quand même dit s'il est chez. Donc, on a quand même un petit quelque chose. L'effort reste dans les dirigeants politiques. Parce que la Constitution elle-même, elle dit que c'est au pouvoir public de tout faire pour valoriser, promouvoir la femme, les droits de la femme, promouvoir à l'épanouissement de la femme par rapport à ses droits. Mais les pouvoirs publics, nous regardons, nous-mêmes regarder le gouvernement actuel qui est démissionnaire. Il y a combien de membres dans ce gouvernement, mais lorsque vous regardez le nombre de ces gouvernements, il y a combien de femmes? Le pourcentage ne répond même pas au pourcentage légal de la fameuse loi sur la mise en œuvre de la parité. Il semblerait que ça peut faire 18%, mais 18% n'est pas égal à 30%. C'est vraiment insignifiant. Espérons que cette fois-ci, puisque nous sommes en train de nous battre pour que notre état de droit soit un état de droit réel et assis, je pense que c'est le moment. Il y a de l'espoir avec le gouvernement qui est en attente. C'est le moment de dire au Premier ministre Sama Lokombe de faire un effort pour que la femme soit réellement comptabilisée dans ces gouvernements. Et cette femme comptabilisée dans les gouvernements, c'est vrai, il ne faut pas ne pas regarder la méritocratie. Il faut regarder la méritocratie, il faut regarder la compétence, mais celles qui méritent, les femmes compétentes, elles existent. Mais il ne faudrait pas aussi donner les ministères déjà connus pour les femmes, genre ministère genre, famille, ministère affaires sociales. Ah, c'est ça aussi. Vous êtes un exemple, vous avez été vice-ministre du budget. Il faut aussi des postes des ministères pareils. C'est ça aussi. Il faut donner aux femmes des ministères où elles peuvent s'assumer. Moi, je veux par exemple saluer le fait d'avoir vu
pour la première fois, nous avons eu un vice-premier ministre, ministre du plan, Oui. était une femme. C'est la première fois qu'on a une femme vice-premier ministre. C'était déjà quelque chose. Bon, celle qui est aux affaires étrangères, ministre d'État, c'est pas... Affaires étrangères aussi, c'est Affaires étrangères, nous avons déjà eu Madame Ekila Leonda sur Mobutu, qui était ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, moi j'aime dire que si nous voulons regarder l'évolution réelle de la femme, sur son évolution sur le plan politique, il faut passer par l'époque après la colonisation, l'époque d'indépendance. On avait quelques rares têtes qui étaient à citer, dont la plus célèbre, c'est Sophie Liaou. Mais quand vous regardez sous Mobutu, avec la période de l'émancipation, en tout cas, paix à son âme, il avait tapé du poing sur la table. Vous saviez qu'à l'époque, il y avait le slogan « Otumoli Mobutu, Otumoli Bamama ». Donc il y avait un effort de valoriser la femme. Mais c'était de valoriser la femme déjà à cette époque dans tous les domaines. Il n'y avait pas que le domaine politique. Je crois que nous avions remarqué à un certain moment au niveau de ce qu'on appelait l'OZRT. Il y avait des femmes journalistes comme les gens Kabamouchita, les journalistes les Sakombi, attirent plus de femmes. Hein? Les Sakombi, mais vous voyez combien ces femmes, elles étaient compétentes. Et ça, c'était fait sous l'époque de Mobutu. Donc, on a valorisé la femme dans tous les domaines. Parce que la parité dont nous parlons, la parité n'est pas simplement politique. La parité prend tout. Elle prend l'économie, elle prend le social, elle prend le culturel, elle prend tous les domaines de la vie. Même la maman vendeuse de charbon, la maman maraîchère, a sa place dans la parité. Et donc, quand vous regardez comment les choses ont avancé, et vous verrez, par exemple, que sous Laurent Désiré Kabila, il y a eu encore une montée. Faible soit-elle, mais il y a eu une montée. Nous avons à l'époque eu, même si c'était un parlement sui generis, nous avons eu une première femme présidente du Parlement de transition. On avait l'ingénieur Philomène Omatoko. Et à part elle, dans cette assemblée, il y avait aussi d'autres dames. Et donc, les choses vont en avançant, mais peut-être de manière lente, mais de manière significative. Et avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, nous avons eu l'avantage d'avoir la Constitution, ce qui est une grande avancée, et d'avoir la loi sur la parité, ce qui est une grande avancée. Et c'est vrai qu'au sein des différents gouvernements, un pourcentage peut-être faible des femmes, mais un pourcentage des femmes. Moi, je peux aussi me vanter, dire que c'est sous le président Joseph Kabila Kabange que j'étais quand même vice-ministre du budget. Alors que les femmes, c'est toujours, on va aux affaires sociales, ministère des gens. On va au ministère Alors, des gens. Alors, vous revenir par rapport à votre passage au ministère, on va au ministère des gens. On laisse les autres oui. ministères, on estime que ça, c'est vraiment des ministères à laisser simplement aux hommes. Et donc, il y a eu une avancée. Et maintenant, nous disons qu'il y a encore une autre avancée parce que nous avons 18%. Peu soit-elle, mais nous avons quand même 18%. Nous avons une première femme. Oui. Nous avons une première femme qui est vice-premier ministre. C'est beaucoup. Et après plusieurs années, on a quand même encore une femme qui se trouve aux affaires étrangères. C'est quand même une avancée. Mais maintenant, faisons plus. Parce que c'est le pouvoir public. C'est aujourd'hui, on va dire, le président de la République, puisque c'est lui le garant des institutions. Il doit se dépasser l'état de droit. Ce n'est pas simplement la poursuite des gens devant les cours et tribunaux. L'état de droit, c'est dans tous les domaines. Et les droits de la femme sont des droits qui nous amènent droit vers cet état de droit. Donc, à pouvoir respecter. Alors, les problèmes, c'est aussi les décideurs, comme on vient de le dire tout à l'heure, par rapport à l'application de ces lois. Qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre de garde-fous, il faut passer aux sanctions pour que ces lois soient appliquées. C'est ça la difficulté. Nous avons des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Je pense qu'il faut réfléchir à des mécanismes que pour pouvoir encadrer cette constitution qui existe, pour pouvoir encadrer davantage la loi sur la mise en œuvre de la parité. Ce n'est pas interdit de procéder par des amendements, ce n'est pas interdit d'introduire des réformes, mais il faut introduire des réformes, peut-être qu'il faut introduire pas des sanctions, mais une contrainte qui obligerait les décideurs réellement à jeter un regard attentif sur les femmes. Parce que des femmes compétentes existent. Un autre problème soulevé par d'autres femmes, on dit que les femmes n'encouragent pas les femmes.
C'est-à-dire que quand vous êtes élevé, c'est plus la jalousie entre les femmes. Même lors des élections, on a déploré le fait que les femmes ne votent pas les femmes. Moi, je m'inscris toujours en faux quand quelqu'un me dit que pendant les élections, les femmes ne votent pas les femmes. On a voté à Rumata, c'est ça les langues. Moi, je m'inscris en faux. Parce que je me dis, de manière empirique, nous disons, nous avons 52% de femmes sur la population en général congolaise. Mais on ne peut pas obliger la femme à voter femme. Non. Encourager, parce que, oui. Encourager, oui. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des efforts à tous les niveaux. Des efforts au niveau de la femme pour présenter elle-même sa candidature, battre campagne. Un effort, on va dire, du côté des décideurs, de pouvoir aussi faire des lois qui favorisent cette femme-là au niveau des choses compétitives pour être élue. Il faut un autre effort, celui des moyens financiers. Les femmes n'ont pas la même poche que les hommes. Mais il y a des femmes riches aussi, on peut tous se dire. Il y a des femmes riches qui ont beaucoup d'argent. On peut tous se dire, mais est-ce que celles-là, elles sont spécialement orientées vers les chemins politiques? Peut-être pas. Mais de manière générale, la poche ou les poches des femmes sont différentes des poches des hommes. Et il faut pouvoir les encourager pour qu'elles aussi soient nombreuses pour se faire élire. Moi, je pense qu'il faut donner la liberté aux hommes comme aux femmes de voter les candidats de son choix. Une femme ou un homme voter candidat de son choix. Mais il faut bannir la campagne tendance à donner des dons. D'ailleurs, lorsqu'on regarde de près, ce sont des corruptions. Et donc, si ce système-là s'arrête, je pense que les femmes aussi peuvent aller aussi de l'avant par rapport aux hommes. Il y a un autre problème, les femmes sont butées à des difficultés. S'ils viennent pour un poste, il y a les hommes qui courent derrière elles pour sortir avec. Promotion qu'on appelle comme on l'appelle. C'est aussi un frein par rapport au développement. C'est aussi un frein, oui, ça aussi c'est vraiment un frein. Hein. Mais moi je me dis toujours que ça dépend aussi de la femme. Vous êtes venu faire quoi en politique? Il faut savoir ce que vous êtes venu faire. Êtes-vous capable? Vous pensez que vous méritez ce que vous êtes en train de vouloir obtenir comme poste? Parce que quand vous êtes à votre place, je ne vois pas très bien quel est cet homme-là qui va vous conditionner quand vous êtes à votre place. Mais quand vous faites de l'à peu près, je crois que c'est lorsqu'on fait de l'à peu près, vous ouvrez une brèche et vous donnez à celui-là le droit à la parole. Il faut du caractère. Il faut du caractère. Il faut du caractère. Quand on a du caractère, je crois qu'on peut avancer. Mais je ne dis pas que c'est un problème à exclure. C'est un problème réel. Parce que aussi on a vu des femmes qui ont tellement eu de sollicitations, mais elles n'ont pas la même combativité que l'homme, celle qui préfère garder le respect de soi. Il y en a qui carrément se retirent et disent on va laisser à celles qui ont les capacités. Mais c'est à bannir. Il ne faut pas que ça devienne un mode pour accéder à la politique. Il ne faut pas que ça devienne un mode que pour pouvoir obtenir le fonds de campagne comme ça se donne dans les partis politiques. Ça ne doit pas être ça. Autant on a de la considération pour les femmes, il faut aussi de la considération pour les hommes. J'aimerais peut-être vous dire qu'aujourd'hui, le monde est en train de se perdre. Autant nous sommes en train de condamner l'affaire des femmes, promotion canapé, mais il semble de plus en plus qu'aujourd'hui, même des hommes, ils font des courbettes. C'est comme ça qu'on appelle. C'est encore autre chose, des mauvais, mais qui, tout doucement, est en train de s'incruster dans le quotidien des hommes congolais aussi. Donc c'est aussi des choses à bannir. Il faut du caractère dans tout ce que l'on fait. Voilà. Vous avez été vice-ministre du budget, fonction que vous avez exercée avec Bruyot. Parlez-nous un peu de votre passage, de votre secret, parce que vous avez brillé en étant vice-ministre. Bon, moi je pense que, comme je vous disais, c'est d'abord vous-même, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Vous entrez en politique, vous voulez en politique, vous voulez faire exactement quoi? Qu'est-ce que vous voulez occuper comme fonction? Moi je me rappelle que dès l'entrée de l'AFDEL, déjà sous musée, moi j'étais dans un schéma, j'ai cherché les créneaux, je fouillais
pour savoir c'est où que les gens font des démarches pour le gouvernement. J'avais trouvé à l'époque. J'avais trouvé et j'ai fait déposer mon dossier. Même si je n'avais pas été courage. Nommé. Il faut le courage, il faut la détermination. Il faut fouiner. Il faut savoir c'est où. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas des choses qu'on expose sur la voie publique et venez ici, on fait ça. Non. Mais si vous vous intéressez, vous saurez par où les gens vont faire leurs démarches. Vous le saurez. Et donc, à l'époque, je fouinais. Puis, je me suis dit, en observant, j'ai dit non, il faut savoir où tu veux aller. Puisque faire de la politique, tu veux entrer dans un gouvernement, tu veux entrer dans n'importe quelle institution, il faut quand même passer par... il faut une carrière politique nourrie, mais on l'a fait où, cette carrière politique nourrie? Moi, je me suis décidé d'adhérer au PPRD. Et j'ai adhéré au PPRD et j'ai commencé à poser mes actes. Au niveau du parti, on s'est rendu compte que j'étais très dynamique. À l'époque, sous Bochab, il y avait un slogan très célèbre. Pas une parcelle sans les PPRD. Eh bien, je m'y étais appliqué de faire de toutes les parcelles PPRD. Constituer des cellules de base. Et quand nous avons constitué des cellules de base, vous remettez au parti et le parti fait l'installation. Et puis au fur et à mesure, on a vu que je faisais du bon travail. J'ai été installé comme exécutif de quartier Punda à Delvaux à l'époque. De mon quartier Punda à Delvaux, je suis monté exécutif communal. Et de mon quartier Punda à Delvaux, j'ai été appelé déposer votre dossier pour que je puisse entrer au gouvernement. La question m'a été posée, vous voulez quel ministère? J'ai dit ce que je voulais comme ministère et je me suis retrouvé, bon, il faut dire que j'ai adhéré peut-être en 2007, mais tout ce temps que j'ai travaillé, c'est en 2014 que j'ai pu être nommé. La patience aussi. Donc, il y a la patience, il y a l'endurance, il y a la détermination. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais dans tout ça, moi j'ajouterais une dimension, il faut qu'il y ait la volonté de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait la volonté de Dieu, vous devez savoir vous-même vous situer. Vous êtes l'enfant de qui? Vous êtes un enfant du diable? Vous êtes un enfant de Dieu? Vous êtes un enfant de féticheur? Vous êtes un enfant de science, je ne sais quoi, comme on le dit. Ben, en tout cas, il faut savoir s'accrocher quelque part. Moi, je me suis accroché sur Jésus-Christ et j'ai vu le miracle qui s'est accompli. Merci. Évidemment, à travers mon travail. Merci. Le message est passé. Hein. Toutes les dames qui nous suivent ont retenu avec moi qu'il faut avoir la détermination, le courage pour devenir une grande dame comme maître Ernestine Kakaiba, qui est secrétaire nationale chargée de médias au sein du PPRD, vice-ministre honoraire du budget au gouvernement Matata II. Elle est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, diplômée de l'Académie militaire du Collège des hautes études de stratégie. Il faut dire que pour l'Académie militaire, je suis diplômé d'octobre de l'année académique 2019-2020. Je me suis intéressé. Après avoir fait le droit. Après avoir fait le droit, je me suis intéressé. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que ce qu'on étudie là, c'est bon, c'est une dimension de plus pour un homme politique. Je n'ai pas eu tort. J'ai appris comment il faut faire là, comment il faut anticiper, faire des stratégies, trouver de voies et moyens pour savoir comment défendre les territoires nationaux, régional, sous-régional, et même au niveau international. Et donc, j'ai appris un plus. Donc, c'est dire davantage aux mamans que la curiosité est un élément important. Et puis, il n'y a pas un âge pour étudier. Il n'y a pas un âge pour étudier. À tout âge, on peut étudier. Et même que je me dis, ce n'est pas encore assez. Il faut que je sache... Vous allez encore continuer. Ben, il faut quand même que je puisse être docteur en droit. Oh, puisque lorsque j'ai c'est la fin de notre émission. Au-delà de l'actualité, oui. J'ai fait une chose, j'ai défendu mon mémoire dans le titre, c'est la fin de mandat des chefs de l'État. À l'époque, sous la Constitution de 1990, 5 juillet 1990, sous Mobutu. Donc aujourd'hui, je réfléchis, je me dis, mais la Constitution aujourd'hui a pris de l'ampleur parce que nous avons quitté les chemins dictatoriaux et donc parce que nous sommes en démocratie, il faut davantage scruter sur ces plans-là et voir comment faire autres études encore. Merci, Maître Ernestine Noka. Merci, Madame Gisèle. Merci de m'avoir invité. À vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité, suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h30 sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Au revoir.